présentation du personnage d'Edward Bernays, l'auteur de Propaganda, à travers l'introduction à cet ouvrage. Après la publication de Propaganda, Bernays réalisera un grand nombre d'autres campagnes, dont plusieurs restent légendaires, telles que l'organisation en 1929 pour General Electric d'un anniversaire prenant prétexte de l'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison, événement que certains tiennent toujours pour un des plus spectaculaires exemples de propagande accomplie en temps de paix. Mais on peut soutenir que le succès le plus retentissant de Bernays sera d'avoir amené les femmes américaines à fumer. Cet épisode, si éclairant sur sa manière de penser et de travailler, mérite d'être raconté en détail. Nous sommes toujours en 1929, et cette année-là, George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, décide de s'attaquer au tabou qui interdit à une femme de fumer en public, un tabou qui théoriquement faisait perdre à sa compagnie la moitié de ses profits. Il embauche Bernays, qui, de son côté, consulte aussitôt le psychanalyste Abraham Arden Brill, une des premières personnes à exercer cette profession aux États-Unis. Brill explique à Bernays que la cigarette est un symbole phallique, représentant le pouvoir sexuel du mâle. S'il était possible de lier la cigarette à une forme de contestation de ce pouvoir, assure Brill, alors les femmes, en possession de leur propre pénis, fumeraient. La ville de New York tient chaque année, à Pâques, une célèbre et très courue parade. Lors de celle de 1929, un groupe de jeunes femmes avait caché des cigarettes sous leurs vêtements. Et à un signal donné, elles les sortirent et les allumèrent devant des journalistes et des photographes qui avaient été prévenus que des suffragettes allaient faire un coup d'éclat. Dans les jours qui suivirent, l'événement était dans tous les journaux et sur toutes les lèvres. Les jeunes femmes expliquèrent que ce qu'elles allumaient ainsi, c'étaient des flambeaux de la liberté. Torches of freedom. On devine sans mal qui avait donné le signal de cet allumage collectif de cigarettes et qui avait inventé ce slogan. Comme on devine aussi qu'il s'était agi à chaque fois de la même personne et que c'est encore elle qui avait alerté les médias. Le symbolisme ainsi créé rendait hautement probable que toute personne adhérant à la cause des suffragettes serait également, dans la controverse qui ne manquerait pas de s'ensuivre sur la question du droit des femmes de fumer en public, du côté de ceux et de celles qui le défendaient. Cette position étant justement celle que les cigarettiers souhaitaient voir se répandre. Fumer étant devenu socialement acceptable pour les femmes, les ventes de cigarettes à cette nouvelle clientèle allaient exploser. On peut le constater avec cet exemple. Bernays aspire à fonder sur des savoirs, ici la psychanalyse, sa pratique des relations publiques. Cette ambition, on l'a dit, est le deuxième trait qui le distingue de ses collègues. Bernays, et là réside en grande partie l'originalité de sa démarche, est en effet convaincu que les sciences sociales peuvent apporter une contribution importante à la résolution de divers problèmes sociaux et donc, a fortiori, aux relations publiques. Il consulte donc ces disciplines et leurs praticiens, s'en inspire et leur demande des données, des techniques, des stratégies, des concepts et des théories. Un de ses maîtres à penser sur ce plan, et revendiqué comme tel, est le très influent Walter Lippmann, en dialogue avec lequel certains ouvrages de Bernays semblent avoir été écrits. En 1922, dans Public Opinion, Lippmann rappelait que la fabrication des consentements fera l'objet de substantiels raffinements, et que sa technique, qui repose désormais sur l'analyse et non plus sur un savoir-faire intuitif, est à présent grandement améliorée par la recherche en psychologie et les moyens de communication de masse. Comme en écho, Bernays écrit ici « L'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel qu'offre au gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles qui guident l'action humaine dans un groupe. Trotter et Lebon d'abord, qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique, Graham Wallace, Walter Lippmann et d'autres à leur suite, qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective, ont démontré, d'une part, que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu, d'autre part, qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer. D'où naturellement la question suivante. Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles se rendent compte ?
Mais Bernays cherche également, dans les sciences sociales, comme on le pressent dans le passage précédent, une justification, à prétention scientifique, de la finalité politique du travail accompli par le conseiller en relations publiques. Il la trouve dans l'adhésion d'une part importante des théoriciens des sciences sociales naissantes, qu'il consulte et respecte, à l'idée que la masse est incapable de juger correctement des affaires publiques et que les individus qui la composent sont inaptes à exercer le rôle de citoyen en puissance qu'une démocratie exige de chacun d'eux. Bref, que le public, au fond, constitue pour la gouvernance de la société un obstacle à contourner et une menace à écarter. Cette thèse, à des degrés divers, est celle de Walter Lippmann, de Graham Wallas ou de Gustave Le Bon, dont Bernays ne cessera de se réclamer, et elle rejoint un important courant antidémocratique présent dans la pensée politique américaine, selon lequel la grande bête doit être domptée, pour reprendre l'expression d'Alexander Hamilton. Cette perspective était déjà celle de James Madison, qui assurait que le véritable pouvoir, celui que procure la richesse de la nation, doit demeurer entre les mains des êtres les plus capables et que la première et la principale responsabilité du gouvernement est de maintenir la minorité fortunée à l'abri de la majorité. Bernays se fait l'écho de ces idées quand il écrit qu'avec le suffrage universel et la généralisation de l'instruction, on en est arrivé au point où la bourgeoisie se mit à craindre le petit peuple, les masses qui, de fait, se promettaient de régner. Se profile alors un projet politique que Bernays va assumer et s'efforçait de réaliser. Il s'agit, selon les termes de Lippmann, de faire en sorte que la masse se contente de choisir, parmi les membres des classes spécialisées, les hommes responsables auxquels il reviendra de protéger la richesse de la nation. Pour que la masse se contente de jouer ce rôle, il sera nécessaire d'opérer ce que Lippmann décrit comme une révolution dans la pratique de la démocratie, à savoir la manipulation de l'opinion et la fabrication des consentements, indispensables moyens de gouvernement du peuple. Le public doit être mis à sa place, écrit Lippmann, afin que les hommes responsables puissent vivre sans crainte d'être piétinés ou écornés par le troupeau de bêtes sauvages. Bernays veut lui aussi organiser le chaos et il aspire à être celui qui réalise en pratique le projet théorique formulé par Lippmann et les autres. C'est que les nouvelles techniques scientifiques et les médias de masse rendent justement possible de cristalliser l'opinion publique, selon le titre d'un livre de Bernays datant de 1923, et de façonner les consentements, selon le titre d'un ouvrage de 1955. Dans Propaganda, il écrit « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Cette idée que cette forme de gouvernement invisible est tout à la fois souhaitable, possible et nécessaire est et restera omniprésente dans les idées de Bernays et au fondement même de sa conception des relations publiques. La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité ou de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible.